tout le monde? On m'entend bien? Ouais, super. Bon, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont végétariens ou végétaliens? Ah, quand même, wow. Et est-ce qu'il y a des gens qui font un peu de sport, de la course en sentier? OK, excellent. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent c'est quoi un ultramarathon? Ouais, super. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà participé à un ultramarathon? Yes, good. Mon ami Alex, ouais. Good, ben, super. Ben, moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis végétalien. Et c'est ça, je fais de la course en sentier. C'est vraiment une discipline que j'adore. C'est vraiment dans la nature. Ça permet de dépasser mes limites. C'est une discipline que je pratique depuis 4 ans maintenant. Puis pour ce qui est du végétalisme, j'ai découvert le végétalisme vers l'âge de 18 ans. En fait, j'ai commencé à vouloir prendre soin de ma santé. J'ai commencé à m'entraîner à l'époque. Donc, j'écoutais gros des documentaires sur la nutrition, mais aussi je lisais des livres. Je suis tombé sur le végétarisme. Puis, j'ai décidé d'essayer. J'ai commencé par éliminer le lait de mon alimentation. Par la suite, j'ai éliminé les œufs pour devenir strictement végétalien quand même assez rapidement. Puis dans ma transition vers le végétalisme, mais j'ai trouvé que j'avais plus d'énergie. Je pouvais enchaîner là, plusieurs entraînements par jour. Donc, ça, c'était génial. Puis aussi, c'est que le végétalisme, j'ai trouvé que ça rejoignait vraiment des valeurs profondes que j'ai depuis que je suis tout petit. Vraiment des valeurs d'écologie, environnement. Parce que c'est démontré que le végétarisme tend vraiment à réduire notre empreinte écologique. Donc ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Puis on sait aussi que c'est plus de 90% de l'agriculture qui sert à nourrir le bétail. Donc ça, c'est énorme. Puis je me dis que si on mangeait plus de végétaux, moins de viande, mais toute cette agriculture-là qui pollue beaucoup, mais on pourrait l'utiliser vraiment pour nourrir plus de gens. Puis ça, c'est de quoi que je trouve vraiment génial. Euh, il y a aussi tout ce qui est de l'éthique animale. Moi, j'ai toujours aimé vraiment les animaux depuis que je suis tout petit, mais je n'avais jamais porté une attention particulière au fait que j'en mangeais dans mon assiette des animaux. Puis ça, c'est de quoi que j'ai découvert justement par l'entremise de documentaires. J'ai écouté comme un bon documentaire que j'avais recommandé, c'est Cowspiracy, vraiment qui ouvre les yeux sur l'éthique animale, là, comment que l'élevage est fait et tout. Ça c'est quoi qui m'a frappé. Puis je suis content que mon mode d'alimentation ne nuit pas aux autres êtres vivants. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis vraiment content avec le végétarisme. Mais la raison première, quand même, pourquoi je suis devenu végétalien, c'est vraiment pour la santé. Et pour moi, il y a trois principales raisons pourquoi le végétarisme est bon pour la santé. Donc, je vais vous le dire, ça va être vraiment parce que la viande est inflammatoire. Deuxièmement, c'est que tu as une bioaccumulation de toxines vraiment par les produits animaliers. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a aussi le fait qu'un régime végétalien va vraiment aider à réduire toutes les maladies de civilisation. Ça, les maladies de civilisation, c'est toutes les grandes pathologies là, de l'Occident, comme on parle de maladies cardiovasculaires, d'incidence de taux de cancer, mais aussi diabète de type 2, qui sont des maladies qui frappent beaucoup de gens dans nos entourages. Donc, je vais commencer avec l'inflammation. En fait, dans la viande ou dans les produits animaliers, il y a beaucoup d'un acide aminé qu'on appelle la leucine. Ça, en fait, il faut comprendre qu'une protéine, c'est constitué d'acides aminés. C'est les petites briquettes qui constituent la protéine. Donc, dans la viande, les acides aminés, le profil d'acide aminé qu'il y a, c'est un peu technique, là, mais tu as isoleucine, leucine, valine, qui sont les fameux BCAA là, qu'on peut connaître par l'entraînement. Mais la leucine, on en retrouve en grande quantité. Puis le problème avec la leucine, c'est que ça va activer une voie métabolique dans l'organisme. Là, ça va paraître un peu technique, mais c'est quand même tout simple. Ça va activer une voie métabolique qui s'appelle la voie métabolique mTOR.
Cette voie métabolique-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le chef d'orchestre de l'inflammation dans l'organisme. Donc, quand on mange beaucoup de leucine continuellement chaque jour, mais on maintient un terrain inflammatoire. Donc, mais il y a d'autres raisons aussi pourquoi la viande est inflammatoire. C'est qu'elle est riche en un acide, pas un acide aminé, excusez-moi, en un oméga 6 qui s'appelle l'acide arachidonique. Donc, ça aussi, c'est les oméga 6, on sait qu'ils sont habituellement plus pro-inflammatoires, puis l'acide arachidonique l'est beaucoup. Il y a aussi, ça peut être étonnant, mais il y a aussi parce que la viande est riche en fer. Le fer, c'est un minéraux vraiment important dans l'organisme. C'est bon pour la synthèse des globules rouges, on le sait, puis ça a aussi joué un rôle de transport de l'oxygène dans l'organisme. Mais dans la viande, il y en a des très grandes quantités, ce qui peut être bon, mais ce qui est mauvais, c'est qu'il est super bien assimilé en plus de ça. Donc, souvent, on va avoir trop de fer. Ça, c'est de quoi qu'on connaît un peu moins bien, mais habituellement, on pense que justement, on va plus en manquer de fer, mais on peut aussi trop en avoir. Ça, c'est problématique parce que le fer, c'est un minéral super radicalaire puis inflammatoire. Il y a même des scientifiques comme Jean-Paul Murray, qui est un docteur en fait, que lui, il met sous la loupe justement le fer, là, qui serait comme quoi ce serait une raison pourquoi les femmes vivent plus longtemps, c'est en moyenne 7 ans, plus longtemps. Puis ça serait à cause justement du fer. Les femmes, on le sait, ils ont des règles, ils ont des pertes sanguines. Puis dans le sang, bien, il y a du fer. Ils perdent du fer. Tandis qu'un homme, c'est un cycle fermé. Vraiment, le fer, il fait juste rentrer dans l'organisme, mais il ne sortira pas. Donc, c'est vraiment ces cas-là qu'on peut voir plus d'incidence de maladies justement à cause du taux de fer. Ah oui, il y a aussi le fait, ça m'a vraiment étonné quand j'ai découvert ça, c'est qu'on vend de la viande contaminée. Contaminée, par là, j'entends vraiment par les micro-organismes, donc des bactéries. Et les agences sanitaires, ils expliquent leur raison de vendre des viandes contaminées. C'est comme à plus de 90 que les viandes sont contaminées. Ils expliquent leur choix de la vendre pareil, la viande, parce qu'on va la faire cuire. On ne mange pas la viande crue. Puis en la faisant cuire, on détruit les bactéries. Ça, c'est en partie vrai, justement, à condition que tu fasses bien cuire ta viande. Sauf que dans la paroi des bactéries, vraiment, il y a ce qu'on appelle souvent des endotoxines. Ces endotoxines-là, quand on fait cuire la viande, ça va vraiment les détruire, mais pas détruire l'endotoxine, excusez, mais détruire la paroi de la bactérie, puis ça va libérer l'endotoxine. Donc, on va les manger quand même. Puis ces endotoxines-là sont inflammatoires, mais sont aussi très dommageables pour les tissus de l'organisme. Donc, ça, c'était mes raisons vraiment pour l'inflammation. Maintenant, je vais passer à l'accumulation de toxines vraiment dans les produits animaliers. En fait, en étant carnivore, on est au sommet de la chaîne alimentaire. Et en étant au sommet de la chaîne alimentaire, ça fait qu'on va manger des animaux qu'eux, à leur tour, vont avoir mangé des grandes quantités de végétaux. Puis ces végétaux-là sont contaminés parce que notre mode d'agriculture, c'est vraiment, ça utilise beaucoup de polluants, des pesticides, ce qu'on appelle des xénobiotiques. Ces xénobiotiques-là sont lipophiles. Ça veut dire qu'ils ont une affinité avec les corps gras. Donc, quand les animaux vont manger beaucoup de pesticides, mais ça va aller se loger dans leur tissu graisseux, puis dans leur tissu musculaire aussi. Puis nous, on se retrouve à manger un concentré vraiment de pesticides, de polluants. Donc, pour cette raison-là, c'est une raison aussi qui m'a convaincu d'aller vers une diète végétalienne. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, puis aussi, c'est plus de... En fait, comme je l'ai dit, c'est 90 de l'agriculture qui est désignée au bétail. Mais aussi, c'est ce type d'agriculture-là qui va vraiment être génétiquement modifié. L'agriculture, habituellement, pour nourrir les humains, comme le soya, qui est 10 de l'agriculture pour nourrir l'homme, mais lui, il n'est pas OGMisé. Mais celui pour nourrir les animaux, il l'est. Donc, en mangeant vraiment des produits animaliers, on se retrouve en réalité, même si l'animal ne l'est pas génétiquement modifié, mais
lui, il va avoir mangé des grandes concentrations d'aliments génétiquement modifiés. Fait que pour les personnes qui vont avoir une attention particulière pour les OGM, mais ça serait un penchant justement pour aller plus vers une alimentation sans viande. La troisième raison, c'était que ça réduit le taux d'incidence des maladies de civilisation. Ça, ça a été gros documenté lors d'une étude faite par un docteur américain qui s'appelle le docteur Campbell. Il a fait un excellent livre aussi, si vous voulez aller voir ça. Et, lui, il étudiait une civilisation en Chine rurale qui mange très peu de viande. Là. Ça va être habituellement juste lors d'événements festifs. Puis, ce qu'il avait remarqué, c'est que ces peuples-là souffraient beaucoup moins de maladies de civilisation, comme j'ai expliqué tantôt. Et pour ça aussi, il y a un livre super intéressant que j'adore, qui est une vraie Bible au niveau du végétarisme. C'est How to Not Die, écrit par le docteur Greger. Puis lui aussi, il est vraiment bien documenté, puis il va en parler beaucoup là, de la réduction des maladies de civilisation. Donc voilà. Bon, pour revenir un peu au monde du sport, comme je l'ai dit, moi, ça fait 4 ans que je fais de la course, mais ça m'a pris 1 an de faire ma transition vers les courses d'ultramarathon. Puis j'ai commencé les ultramarathons en faisant un 55 km, une course locale tout près de chez moi, là, à Bromont. Puis j'ai réussi à remporter cette course-là en faisant le record de parcours. Puis suite à ça, ben, j'ai continué à en faire, puis j'ai continué à monter sur les podiums de plusieurs courses, dont le 80 km dans l'État de New York, à Bear Mountain. J'avais fini 2e. J'ai fait cet été ma plus grande distance, un 100 km, à Québec, où j'ai réussi à aller chercher la 2e position. J'ai aussi tout récemment, là, en septembre, établi le record de parcours sur le 65 km de l'Ultra Trail Arikana. C'est une performance que je suis vraiment content d'avoir fait. Et tout récemment, il y a 2 semaines, j'ai remporté le Bromont Ultra pour la 3e fois consécutive là, sur le 55 km. Donc voilà, ça c'est un peu mes... Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est mes exploits sportifs. Puis, selon moi, vraiment, pour performer, il faut d'abord être en santé. On ne peut pas juste penser, OK, j'ai brûlé tant de calories, bien, je dois manger tant de calories. Ce qui est important, c'est aussi la qualité des aliments qu'on va ingérer. Oui, le nombre de calories est important, mais la qualité, selon moi, là, c'est vraiment c'est l'élément vraiment le plus important à surveiller. Et c'est ça, l'alimentation, pour moi, ça fait partie de mes entraînements aussi. Puis, dans How to Not Die, justement, là, je vais citer une couple de fois ce livre-là, là, je l'aime vraiment en gros. Mais il y avait une étude qui démontrait que des végétaliens non actifs versus des omnivores, très actifs, qui courent plus de 80 km semaine, ça, c'est énorme, là, parce que quand je fais mes entraînements pour des ultramarathons, je vais courir ça pas mal, 80 km à aller jusqu'à 120, 140 km semaine. Donc, c'est énorme, là, c'est des gens très actifs. Puis l'étude démontrait que ces 2 individus-là, mais ils avaient le même niveau de santé. Donc là, ça, j'étais vraiment impressionné de lire ça. Donc, je me suis dit, moi, je vais rallier les deux, mon alimentation végétalienne, plus le sport, pour avoir plus de résultats. Donc, voilà. Puis, ce que je fais vraiment au niveau alimentaire avant mes courses, je vais vous l'expliquer. C'est que je fais vraiment le plein de minéraux. Justement, comme j'ai expliqué, c'est vraiment la qualité qui est importante d'aller chercher. Donc, je mange beaucoup de fruits et légumes. Je vais faire attention aussi au mode de cuisson. Ça, on en parle plus rarement, mais en faisant cuire les aliments, mettons, au four à haute température ou à la poêle, mais on perd beaucoup de minéraux. C'est sûr que ça a un bon goût culinaire, puis il ne faut pas tout éviter les cuissons, mais c'est juste de porter une petite attention particulière. Puis moi, je le fais justement avant mes courses pour être sûr d'aller chercher le plus de minéraux possible. Donc, souvent, je vais manger une assiette qui est 50 d'aliments crus, puis 50 d'aliments cuits. Donc, ça me permet d'aller chercher mes enzymes, parce que les enzymes, c'est détruit à la cuisson.
Ça permet d'avoir une meilleure digestion. Ça permet aussi d'avoir un meilleur niveau d'énergie. Ce qu'il faut faire aussi, c'est une réserve de glycogène. Ça, le glycogène, qu'est-ce que c'est? Pour les gens qui ne connaissent pas, ben, c'est vraiment la réserve de sucre dans l'organisme. C'est une molécule qui va être dans le muscle, puis à l'effort, on va l'utiliser pour amener du glucose dans le sang. Fait que ça, il faut faire le fameux carb loading. Les gens d'entraînement, souvent, ils connaissent ce terme-là. C'est vraiment de manger beaucoup de glucides pour faire sa réserve de glycogène. La réserve de glycogène, ça donne environ 2000 calories de réserve, ce qui est quand même énorme parce que en courant, mettons en montagne, mais on brûle 1000 calories à l'heure. Fait que tu as un bon 2 heures de réserve. Tu n'as pas besoin de t'alimenter, ton corps va te fournir l'énergie. Fait que pour faire cette réserve-là, mais justement, il faut manger des aliments qui sont riches en glucides. Personnellement, moi, je vais manger de la patate douce, qui est super riche en glucides, qui est un aliment que j'affectionne particulièrement, mais on peut manger pas mal tous les légumes racines qui sont riches en glucides. Tu vas avoir tous les produits aussi céréaliers, les grains. Donc, c'est juste d'en consommer plus avant la course. Ce qui est un peu moins connu aussi, c'est qu'on peut se faire une réserve de gras. Habituellement, le gras, on essaye de l'éviter, et surtout dans le monde sportif, on veut perdre le plus de matière grasse possible pour pouvoir courir plus vite, etc. Mais dans des courses d'ultramarathon, c'est super utile parce que ça fournit une réserve d'énergie illimitée. En fait, tant que tu fais des cellules graisseuses, mais tu peux stocker du gras dans ton corps. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais consommer des gras de qualité, des graisses de qualité, qui sont des oméga-3 en général ou des noix. Puis, je vais en parler plus tard un peu des bienfaits des oméga-3 et puis où qu'on va les chercher comme source alimentaire. Donc, ça, c'est mes trucs d'avant-course. Je vais utiliser aussi des plantes stimulantes. Puis, au niveau des plantes stimulantes, il y a une plante que j'ai découverte qui est vraiment, vraiment fantastique. En tout cas, pour moi, ça marche super bien. Je l'ai recommandé aussi à un de mes amis. Puis, lui aussi, ça marche super bien avant ses courses. C'est un coureur aussi. C'est le matcha. Le matcha, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas cette plante-là, c'est un concentré de feuilles de thé. Donc, ce qui est intéressant avec le matcha, c'est qu'il y a quand même une concentration en caféine. Donc, la caféine, c'est un stimulant. C'est aussi très riche en antioxydants. Donc, ça permet de protéger l'organisme du stress oxydatif créé par l'entraînement. Parce que quand on s'entraîne, ça crée vraiment beaucoup de stress oxydatif. C'est quand même dur pour le corps, même si ça a plein de bienfaits. Mais il faut vraiment pallier avec des antioxydants. On a des antioxydants aussi dans notre corps. Donc voilà. Puis il y a aussi une molécule super intéressante qui est un polyphénol. Puis cette molécule-là, elle va être vasodilatatrice. Vous avez peut-être déjà entendu ça avec la betterave, là, puis l'oxyde nitrique dans la betterave. En fait, ce que ça fait, une molécule vasodilatatrice, c'est que ça va venir détendre les parois des vaisseaux sanguins. Ça va permettre d'apporter plus de sang à l'organisme. Donc, plus de sang, plus d'oxygène. Donc, ça augmente le niveau de performance. Donc, voilà. Puis, ce qui est super intéressant avec le matcha, c'est que ça favorise les zones alpha dans le cerveau. Puis ça, les zones alpha, c'est vraiment les zones de détente et de concentration. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 4 zones dans le cerveau. Tu as justement les zones alpha, tu as les zones tétra qui sont pour les zones quand on rêve. Tu as les delta, c'est les zones du sommeil profond. Puis tu as les bêta, ça c'est lors d'agitation. Donc, qu'est-ce que ça fait les zones alpha, justement? Pour mes courses, moi, je suis quand même quelqu'un un peu nerveux. Comme juste aujourd'hui, j'étais nerveux, puis j'en ai pris un parce que ce matin, j'avais une course au Mont-Royal, puis là, j'avais la conférence. Fait que j'en prends. Puis ce que ça fait, c'est que ça me permet d'être super concentré, mais focus en même temps. Tu sais, ça ne t'endort pas, ça te calme, mais tu restes super focus, puis quand même, tu gardes toute ton énergie. Donc, je prends ça vraiment pour me détendre avant les courses, puis être capable de bien performer. Puis ça, ces zones alpha-là, ce qui est intéressant, c'est que les moines bouddhistes, eux, ils vont y arriver avec la méditation à ces zones-là en quelques minutes. Mais ils sont super entraînés, tu sais, ils font que ça de leur journée quasiment. Mais nous, on n'a pas le temps de méditer autant. Donc, tu sais, une personne normale, ça va prendre environ 1h20 avant d'atteindre ces zones-là. Mais n'importe qui, en buvant du thé, puis le matcha, c'est du thé, justement, comme j'ai dit tantôt,
mais il va y arriver en quelques minutes. Fait que je trouvais ça super intéressant. Vous pourrez essayer, voir si ça fonctionne bien pour vous, mais pour moi, ça fonctionne super bien. Les aliments durant l'effort. Il faut s'alimenter durant l'effort, encore plus lors d'un ultramarathon. On court des heures de temps. Donc, il faut vraiment apporter une source énergétique à son corps parce que la réserve de gras, elle a beau être illimitée, mais il faut réussir quand même à ingérer des aliments pour soutenir lors d'un long effort. Moi, ce que je vais il faut consommer du sucre, mais du gras aussi. Le sucre, lui, va vraiment favoriser une voie métabolique qui va être pour l'effort intense. Quand on est en anaérobie, ça c'est sans présence d'oxygène, c'est vraiment comme des intervalles ou des grosses montées, mais ça va être vraiment le sucre qui va te fournir l'énergie nécessaire. Puis pour le sucre, je n'ai pas décidé de consommer n'importe quel sucre. Je voulais que ce soit un sucre de qualité, parce que justement, je regarde gros la qualité. Donc moi, j'ai décidé de consommer du sirop d'érable, parce que ce n'est pas juste un sucre inerte, il apporte beaucoup de minéraux, il apporte du magnésium, du manganèse, du potassium. Puis ça, c'est en plus des électrolytes. Les électrolytes, ça aide à gérer la gestion hydrique dans le corps, donc la gestion de l'eau. Donc voilà. Puis il y a aussi la vitamine B2 qui est en bonne quantité dans le sirop d'érable. Puis ça, c'est super bon pour le métabolisme énergétique. Donc, encore une raison de plus de consommer du sirop d'érable. Puis pour les gras, je vais consommer de l'huile de noix de coco. La raison, c'est que quand on s'entraîne, notre estomac est vraiment au ralenti, toute notre digestion est au ralenti, quasiment inhibée. Donc, il faut que ça prend des aliments justement qui rentrent super vite dans la circulation sanguine. Puis l'huile de noix de coco, qui est un corps gras, mais lui, il se digère beaucoup plus vite que les autres gras en général. Habituellement, un gras, ça prend 2 heures à digérer. Mais l'huile de noix de coco, c'est beaucoup plus rapide, on parle environ d'une demi-heure. C'est la même raison aussi pour le sirop d'érable. Le sirop d'érable, ça rentre super vite dans le sang. Donc, voilà pourquoi je consomme de l'huile de noix de coco. Puis en plus, elle a un bon goût. C'est super concentré au niveau énergétique. C'est 2 cuillères à table, ça fournit un petit peu plus que 100 calories. Donc, c'est assez facile. Puis en course, tu ne veux pas te mettre à manger un gros repas. Là. Tu veux de quoi qui va rentrer super facilement. Donc, moi, je mets ça dans mes gourdes d'eau avec le sirop d'érable, justement, puis un peu de sel. Puis je peux carburer des heures à ça. Là, on arrive à une étape importante, c'est vraiment les aliments pour la récupération. Puis pour récupérer, on le sait, mais il faut manger des protéines. Puis au niveau des protéines, il y a certains mythes qui circulent au niveau des protéines végétales versus les protéines animales. Comme quoi les protéines animales, bien, ils sont complètes, puis les végétales, ils sont non complètes. C'est en partie vrai. Qu'est-ce qu'on entend par là, une protéine complète, c'est qu'elle contient tous les 8 acides aminés essentiels. Ça veut dire essentiels, qu'on ne peut pas les synthétiser nous-mêmes, ces acides aminés-là. Il faut aller les chercher via l'alimentation. Donc, c'est ça. Fait que là, il y en a des plantes qui n'ont pas tous ces 8 acides aminés-là. Donc là, on dit, ben, tu ne pourras pas faire des protéines complètes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, souvent, c'est juste un acide aminé essentiel qui manque dedans. Mettons, les grains céréaliers, mais ça va être la lysine qui manque. Puis dedans, les légumineuses, mais ça va être la méthionine. Mais quand tu jumelles les deux dans le même repas, mais tu viens de créer automatiquement une protéine complète. En faisant un bon burrito, mais ça y est, tu as une protéine complète, mais en plus, les légumineuses, c'est super protéiné. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a 24 heures pour pallier vraiment, avoir tous les 8 acides aminés essentiels. Donc, il n'y a pas de stress, on n'est pas obligé d'avoir tous les 8 acides aminés essentiels dans un même et unique repas. Mais croyez-moi, là, c'est facile de les avoir dans un même et unique repas. Donc, moi, mes sources de protéines que j'aime bien consommer, c'est le soya. Je vais soit manger du tofu ou du tempeh. Ça a un goût un peu plus fort, mais c'est très bon, c'est fermenté, ça a plein de bienfaits. Puis le soya, en plus, ce qui est le fun, c'est super riche en protéines. Là. Un bloc de tofu, c'est environ 72 grammes de protéines. Puis je suis un athlète d'endurance, tu as besoin d'un apport de 1,2 à 1,6 grammes de protéines puis, par kilo de poids. Puis moi, je pèse 70 kg, donc ça me donne environ 120 grammes de protéines à aller chercher dans une journée. Mais avec un bloc de tofu, moi, je peux manger ça facilement après des gros entraînements.
Donc, ça va vite, c'est 72 grammes, là. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire à quel point c'est pas tellement inquiétant là, quand tu portes attention aux protéines, ça va assez vite. Là, en plus, le soya, c'est riche en oméga 3, en calcium, en zinc. Donc, c'est génial. Sinon, je vais consommer beaucoup de légumineuses. Il y a le brocoli aussi, un légume qui est quand même riche en protéines. Tu as plusieurs noix. Croyez-moi, c'est assez simple. Vous pouvez aussi aller voir des listes là, sur Internet là, des aliments protéinés dans le règne végétal. Là. Il y en a quand même plusieurs. Un autre élément super important pour la récupération après l'effort, qui est bon justement pour la récupération après l'effort, mais qui est aussi bon pour n'importe qui, en fait, ça va être vraiment l'inflammation. En général, les gens sont débalancés en molécules anti-inflammatoires. Donc ça veut dire qu'ils restent tout le temps dans un état d'inflammation dans leur corps, dans l'inflammation chronique. Ça, c'est le terrain de plusieurs maladies, de graves maladies comme le cancer. On sait que le cancer, ça a vraiment un terrain inflammatoire. Donc, ce qui est important, c'est d'aller chercher ces molécules-là qui sont anti-inflammatoires. Puis, comme je le disais tantôt, bien, un oméga 3, c'est anti-inflammatoire versus les oméga 6 qui sont plus pro-inflammatoires. Puis, ça, il y a un ratio qu'il faut avoir entre les deux. Le ratio, c'est 1 oméga 3 pour 4 oméga 6. Ça, c'est le ratio idéal. Mais dans une diète nord-américaine moyenne, le ratio il est plus de 1,20. Puis ça peut même aller jusqu'à 1,60. Donc, c'est très déséquilibré. Et dans ces conditions-là, on est vraiment en inflammation chronique. Donc, moi, je vais manger beaucoup d'oméga 3 via les noix et graines. Puis les noix et graines qui sont super riches en oméga 3, tu as les graines de chanvre, en plus d'être super riches en minéraux, super riches en protéines. Tu as la graine de lin, graine de chia. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut les moudre pour bénéficier des oméga 3. Puis tu vas avoir certaines noix aussi, comme les noix de Grenoble. Donc, ça, c'est des aliments que je privilégie beaucoup après l'effort. C'est sûr, c'est bon de faire de l'inflammation après l'effort. Ça engage vraiment la réparation cellulaire et puis tissulaire. Mais il faut être capable de la résorber rapidement parce que justement, quand on est en inflammation chronique, c'est là que c'est plus bon. Donc, c'est la raison pourquoi c'est important d'en consommer. Je vais consommer aussi des épices comme le curcuma, qu'on sait maintenant très bien que c'est super anti-inflammatoire. Donc, voilà, c'est ce qui complète ma conférence. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté. Et merci.